Quand on fait à la place de l'autre ce qu'il devrait être capable de faire, comme par exemple ramasser ses chaussettes qui sont par terre, eh bien, on lui envoie 2 messages. Le premier, c'est « je t'aime ». Je t'aime tellement que j'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. Et le deuxième, c'est « tu n'es pas capable ». Hey hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Est-ce que l'adolescence est forcément problématique ? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop focalisé sur cet aspect-là ? Il est vrai que l'adolescence est une période charnière, parfois empreinte de difficultés qui ne sont pas à nier, mais c'est aussi un moment formidable d'émancipation. Emmanuelle Piquet est thérapeute, fondatrice des centres à 180 degrés et Chagrin d'école. Et avec beaucoup d'humour, vous allez le voir, elle vous aide à prendre un virage à 180 degrés pour tenter d'apaiser les relations avec vos adolescents et adolescentes et surtout pour vous aider à rendre l'ambiance à la maison plus respirable. Dans cet épisode, à travers des cas concrets, Emmanuelle explique les spécificités des conflits avec les ados. Et un mot d'ordre, autonomie. Les adolescents sont dans une période de leur vie, certes intense et complexe, mais qui leur demande d'apprendre l'autonomie pour entrer dans le monde adulte. Embarquez avec nous pour rire et dédramatiser ce moment de vie par lequel on est toutes et tous passés. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de vous recevoir en face à face. Moi aussi, je suis ravie, vraiment. Parce que j'avais adoré notre épisode en 2023. Il a beaucoup plu d'ailleurs aux parents, je tiens à vous le dire, que vous avez fait rigoler pour un sujet qui est grave et qui est difficile sur le harcèlement scolaire. Donc, je ne peux que encourager les auditeurs et les auditrices à écouter cet épisode. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup plus grave, mais qu'on décrit comme ça parfois. On va parler de l'adolescence. Et déjà, je voulais savoir pourquoi vous avez écrit ce livre, donc Mon ado, ma bataille, en 2017, qui se consacre à cette période de la vie. Parce que je reçois beaucoup de parents, moi, en consultation, mon équipe aussi, et on a beaucoup de parents d'enfants et d'adolescents aussi. Et en fait, ceux qui nous touchent le plus sont souvent les parents d'adolescents, parce qu'en fait, ils sont dans une espèce de souffrance absolue, parce qu'à la fois, ils sont quand même très agacés par ce que leurs adolescents font à certains moments. À la fois, ils sont très anxieux parce qu'ils ont hyper peur de ce qui peut advenir derrière. À la fois, ils se sentent coupables de ne pas y arriver à certains moments. Et puis, en plus, ils se sentent extrêmement démunis. Donc, ça fait vraiment tout un espèce de maelstrom émotionnel très douloureux. Et je me suis dit, je trouve que c'est dommage parce que je pense que ce sont les parents d'adolescents qui souffrent plus que les adolescents, qu'on soit parfaitement clair. En tout cas, dans notre échantillon, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je trouvais que c'était dommage parce que il y avait
juste parfois certains combats à cesser en fait pour que la relation s'apaise et pour que tout le monde aille mieux dans ce moment très complexe, très intense, qui est le moment où en fait ils vont comme se jeter dans la vie en fait, donc comme s'ils étaient au bord d'une falaise et la question c'est que parfois on a un peu tendance à courir à côté d'eux en les tenant par la capuche quoi, pour pas qu'ils courent trop vite et donc ils se débattent et c'est très intense puisque le vide se rapproche et du coup tout le monde est très très mal et la plupart du temps ça fait rater le saut, je trouve moi. Donc du coup je me suis dit comment est-ce qu'en effet avec un livre on peut aider les parents à réfléchir à ça. Alors comment est-ce que vous décririez l'adolescence ? Alors, c'est intéressant ça parce que en fait, quand j'ai écrit ce livre, j'ai forcément fait une recherche pour voir un peu ce qu'il en était de ce concept en fait, parce que c'est un concept qui a été complètement créé par le monde adulte et qui est assez récent en fait. Il date de la fin du 19e, début du 20e. Alors il y a beaucoup de faits, en tout cas de personnes qui sont penchées sur son berceau. Il y a la psychanalyse notamment beaucoup, qui a beaucoup travaillé là-dessus, on va dire au milieu des années du 20e quoi en fait, d'une certaine manière. Et en fait, ce qui en a été ressorti, c'est que c'est une période forcément critique. C'est-à-dire que Mélanie Klein disait même être bien à ce moment-là, c'est anormal en fait. On doit ne pas être bien. Alors c'est très étrange parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire que il y a plein d'endroits, sur la terre où l'adolescence n'est pas un problème, où il n'y a pas toute cette légende autour de ça. Et puis surtout, ce que je crois moi, c'est que le fait que nous, dans nos civilisations, on regarde au fond l'adolescence comme étant un problème, c'est qu'on regarde l'adolescent comme étant problématique, comme étant un peu paroxystique, comme étant trop excessive dans un certain nombre de sujets. Et du coup, quand on est regardé comme ça, forcément, on déclenche des comportements qui sont souvent conformes à ce qu'on attend de nous, quoi. Et donc, je trouvais que cette définition de l'adolescence, elle génère au fond, avant même qu'il se passe quoi que ce soit d'interactionnel en fait entre le parent et l'ado, il y a déjà un problème en fait. Et par exemple, j'ai pas mal de parents qui me disent, qui viennent plutôt pour des tout petits et qui me disent, quand je vois comme elle est pénible à 4 ans, je me dis à l'adolescence. Donc, et puis j'ai des couples qui me disent, là, il est en train de faire sa crise d'adolescence à 40 ans, quoi, parce que comme si c'était. Alors, c'était forcément critique en fait et forcément paroxystique. Donc, moi, je le définirais un peu autrement, en essayant d'y mettre le moins d'induire le moins de choses possibles négatives là-dessus, parce que je trouve que déjà ils sont pas aidés, les pauvres bichous. Non mais c'est vrai, franchement, parce que vraiment on les regarde en disant tu es tellement problématique. Donc franchement ça met pas en bonne santé mentale, ça moi je trouve. Du coup oui, je trouve que en vrai la définition qui est la plus intéressante, c'est de se dire c'est un moment où en effet, ils sont en train de passer de l'âge enfant à l'âge adulte et où, parce que c'est surtout ça le plus intéressant, ils ont envie d'autonomie. Alors, vous me direz, à 4 ans, ils ont envie d'autonomie, c'est sûr, également, mais là, ils ont envie d'une autonomie pour, encore une fois, se lancer dans cette vie qui les attend, quoi. Et qui les attend pas, d'ailleurs, avec beaucoup de gentillesse, Je veux dire, ils savent qu'on est quand même bisuté à peu près dans tous les endroits où on va quand on commence, en fait, que ce soit en entreprise ou dans des études supérieures ou ailleurs, d'une façon plus ou moins explicite. Donc, je pense que c'est... Quand on regarde l'adolescence comme ça, comme ce moment-là, on se dit au fond comment je peux être à côté de lui de façon la plus apaisante possible, la plus positive possible, la plus accueillante possible. Mais c'est compliqué parce que c'est émotionnellement douloureux. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument voir donc l'adolescence comme quelque chose de problématique ? Qu'est-ce que ça dit de notre société et de notre rapport à cet âge-là ? Je ne sais pas trop. En fait, ça dépend vraiment des périodes, en fait, d'après ce que j'ai pu en lire. Mais il y a toujours un peu quelque chose de, en tout cas depuis un siècle et demi, il y a toujours quelque chose de l'ordre de, ils sont quand même problématiques. J'ai lu que vraiment, quand on a commencé à parler d'abolir la peine de mort, mais il y a assez longtemps, avant que ça soit effectif, il y avait des politiques qui disaient, quand on voit notre adolescence, comment voulez-vous qu'on abolisse la peine de mort en fait, parce que vraiment ils sont très problématiques. Donc c'est comme si on les regardait toujours comme étant un peu problématiques et en même temps des fois on en a eu besoin dans d'autres périodes. Donc on en a eu besoin pour aller à la guerre par exemple. Au Moyen-Âge, ça commençait à 14 ans l'adolescence. Donc je sais pas ce qui fait qu'on la regarde de façon problématique. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de notre autorité qui est mise à mal, justement parce que comme ils sont dans cette recherche d'autonomie, puisqu'ils veulent déployer leurs ailes, ou en tout cas ils savent qu'on attend d'eux qu'ils déploient leurs ailes, eh bien ils nous mettent un peu en
en déséquilibre parce que jusqu'à présent ils nous idolâtraient. Enfin, je veux dire, pour l'instant, vous avez des enfants qui ne font que vous idolâtrer. Et ça, c'est quand même le bonheur. Profitez bien, parce qu'à un moment donné, il y a cette espèce de, on sent on est tombé du piédestal très clairement. Et je crois que ça nous met un peu mal et qu'on préfère expliquer que c'est eux qui sont problématiques plutôt que nous qui nous en sortons pas, quoi, en fait. C'est quoi une relation qui est saine et bonne entre un parent et son adolescent ? Alors, mon Dieu, si je savais, s'il y avait la baguette magique, voilà, je serais vraiment très heureuse parce que je pourrais aider plus de gens. Mais moi, je trouve que l'indicateur intéressant, c'est quand même l'indicateur de la souffrance. Et au fond, moi, c'est celui qui m'intéresse puisque mon métier, c'est d'apaiser les souffrances. Et je pense qu'à partir du moment où dans la relation, il y a quelqu'un qui souffre, c'est qu'elle n'est pas satisfaisante, cette relation. Ça veut dire aussi que, en effet, nous, dans notre approche thérapeutique, on est absolument non normatif. Ça veut dire que si on trouve que les gens font des choses extrêmement bizarres, mais que pour autant, ça a l'air d'être tout à fait satisfaisant de part et d'autre, alors nous, on n'y touche pas, en fait, d'une certaine façon. Je raconte dans le livre cette maman qui raconte avoir une relation hyper sympa avec sa jeune ado, mais qui a en effet qui a décidé de se teindre les cheveux en bleu et de faire quelques piercings, dont l'anneau dans le nez, qui est quand même extrêmement désagréable pour cette maman et aussi pour ce papa. Et où au fond, cette maman a toujours plutôt responsabilisé cet enfant parce que c'est pas un sujet pour elle, et qu'à un moment donné il se passe un problème et que là tout le monde lui tombe dessus en disant mais c'est normal, tu as été hyper laxiste et tout ça. Et au fond je lui dis mais au fond il y a eu ce problème là en effet, mais depuis 17 ans il n'y a pas de problème en fait, donc parce qu'elle a tendance un peu à jeter tout, en fait, à dire « Ah là là, j'ai fait n'importe quoi pendant 17 ans », mais pas du tout. Pendant 17 ans, elle a très bien fait, et puis là, elle se rigidifie, puisque, en fait, moi, je trouve qu'en tout cas, souvent, ce que je constate dans les relations qui créent de la souffrance, c'est qu'il y a une des deux parties qui se met dans une rigidité, parfois les deux, dans quelque chose de très rigide. Et quand on est très rigide comme ça dans une relation, on est comme une espèce de statue de verre, et n'importe quel événement peut nous faire exploser en 1000 morceaux, quoi. Donc, je dirais que souvent, c'est des relations un peu souples qui font du bien. Vous donnez plein d'exemples dans le livre et c'est vraiment à chaque fois assez drôle, mais de rien. Même si parfois les problèmes sont quand même sérieux, faut bien le noter. Comment aussi on interagit avec un adolescent ? Parce que c'est pas du tout la même façon d'interagir avec un adolescent qu'avec un enfant. Et c'est ça aussi qui peut poser problème aux parents, qui ne s'est pas adapté à la maturité de son enfant. Exactement, et notamment en ce qui concerne les règles. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est très difficile dans ce métier-là, le métier de parent, je veux dire, c'est qu'il faut en permanence faire évoluer les règles qui sont pas du tout pareilles pour un enfant de 12 ans que pour un adolescent de 14 ans. Il faut modifier en permanence. Il faut le suivre, en fait, d'une certaine façon. Et c'est ça qui demande de la souplesse, au fond, d'une certaine façon. Et en fait, la question que je me suis posée en écrivant ce livre, c'est que je me suis dit, au fond, puisque c'est bien d'autorité qu'il s'agit, en quoi est-ce qu'au fond, on peut maintenir une autorité parce que l'autorité est nécessaire, tout en maintenant une bonne relation. C'est ça, au fond, le paradoxe auquel sont confrontés les parents d'adolescents. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a deux façons, en fait, d'être autoritaire. Il y a une première façon qui consiste à imposer, au fond, un certain nombre de choses par la force, quoi, par l'ascendant, d'une certaine manière, par la supériorité, soit physique, soit morale, qu'on a sur quelqu'un. Donc ça s'appelle être autoritaire. Voilà, il y a plein de fois où ça fonctionne, il y a plein de régimes qui fonctionnent très bien. Mais souvent, ça crée à la fois de la dissimulation, à la fois du mensonge et à la fois des explosions potentielles et parfois même des ruptures. Quand en effet, on s'arc-boute sur le fait de vouloir absolument contrôler de façon autoritaire un ado. Et puis, il y a une autre façon qui est celle que je nomme faire autorité, c'est-à-dire être en fait l'adulte à qui l'adolescent a envie de parler quand il a un problème, quand il est face à un choix, à une situation troublante, à quelque chose qui le met mal à l'aise. Et pourquoi il s'adresse à cet adulte-là qui, selon lui, fait autorité ? D'abord parce que son avis compte pour lui, bien entendu, mais aussi parce qu'il sait que cet adulte-là ne lui imposera pas son point de vue. Et en fait, je trouve que c'est hyper difficile d'incarner cette personne-là, mais c'est celle qui génère à certains moments des choses d'ailleurs qui peuvent être inquiétantes pour l'ado, parce que la liberté au fond c'est inquiétant, l'autonomie c'est inquiétant. Quand j'ai une maman en tapis volant ou un papa en tapis volant en permanence autour de moi qui fait en sorte que rien ne m'arrive et qui prend en charge tout, c'est énervant, parce que c'est très énervant, mais en même temps c'est très confortable. C'est les parents hélicoptères, c'est ça? Oui, voilà, par exemple, tout à fait. Non, mais tout à fait. Et des parents qui le font parce qu'ils sont ultra inquiets et très aimants. Et ça part de bonnes intentions, bien sûr. Toujours. Sauf que le cocktail amour-inquiétude,
il est rarement très productif. Regardez dans certains couples, par exemple. C'est pas très bon, en fait, ce cocktail-là. Et du coup, l'inverse d'être inquiet, c'est quand même faire confiance. Mais faire confiance, ça demande du courage, quoi, en fait, aux parents, souvent. Vous, en thérapie, quand vous recevez des adolescents, vous faites toujours alliance avec eux. Vous leur montrez que vous êtes de leur côté. Parce que le monde est plutôt contre eux. Oui. Pour les définitions qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire que le monde est plutôt en train de les regarder en disant ça va lui passer. Donc ça, c'est quand même le gros truc, ça va lui passer. Mais d'ailleurs, c'est dramatique parce que, à certains égards, c'est dramatique parce que, comme on a cette idée que ça va lui passer parce que c'est transitoire, parce qu'il est ado et qu'il a des boutons et tout ça, et que donc c'est pour ça qu'il est énervé, ce que je peux concevoir, et bien du coup, il y a des choses qui sont pas liées à l'adolescence du tout, mais qu'on va considéré comme faisant partie de la crise d'adolescence, et donc on va pas s'en occuper, en fait. Je pense au harcèlement, par exemple. Souvent, comme ça commence au collège, au début des années collège, où c'est vraiment extrêmement problématique, et que du coup ils deviennent un peu, on voit qu'ils sont pas bien, on voit qu'ils sont un peu cruels avec la fratrie, par exemple, à la maison. On va mettre ça sur le compte de l'adolescence, alors qu'en réalité il se passe quelque chose de tout à fait dramatique. De la même façon, il y a des manifestations psychiatriques qui arrivent pendant l'adolescence, dont on peut se dire c'est lui, il est un peu excessif, alors qu'en vrai non, il faut le traiter. Donc je trouve que ça vient de là, ça vient du fait qu'en effet c'est difficile de communiquer avec eux parce qu'ils sont a priori un peu sur la défensive, quoi. Et en fait, je pense vraiment que chaque fois qu'on les responsabilise, en fait, on leur fait du bien. Et nous, en thérapie, ce qu'on fait, c'est qu'on voit le parent en première séance qui nous explique à quel point c'est horrible et tout ça, affreux. Quand on pense que c'est nécessaire, parce que des fois on pense que c'est pas du tout nécessaire de voir l'ado, on pense que c'est pas nécessaire quand, par exemple, il est déjà beaucoup regardé par plein de spécialistes différents, il a été beaucoup diagnostiqué, il a été beaucoup scruté, etc. Là on se dit c'est pas la peine d'en rajouter, visiblement ça fonctionne pas très bien. Donc on préfère travailler avec le parent, main dans la main, comme si c'était notre co-thérapeute. Ça, on fait beaucoup ça, quoi. Et puis des fois on va se dire avec le parent que c'est intéressant qu'on le voit quand même parce qu'on sent une vraie souffrance. Et donc là on fait en effet de ce qu'on appelle les offres de service. Donc on écrit, après avoir demandé l'autorisation d'avoir son numéro de portable, on écrit un SMS en disant voilà, j'ai vu les parents, ils ont l'air inquiets, je comprendrais que t'aies pas du tout envie de me voir parce que je suis vieille, et en même temps si jamais je peux t'aider je serais hyper contente, mais vraiment décide, moi je serais pas vexée si tu viens pas. Et ça, rien que ça, ils se disent elle a l'air extrêmement bizarre. Elle est vieille. De me donner mon avis, et en plus elle est vieille, elle l'admet, donc c'est bien. Et donc, franchement, je pense qu'à 90% des cas, quand on fait une offre de service, les ados viennent. Et donc, après, oui, il y a une façon de communiquer avec eux. Alors, nous, c'est hyper facile, on va pas se mentir. Je veux dire, l'adolescent, quand on vit avec lui, c'est pas simple. On peut pas non plus tout positiver. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai vécu quatre périodes d'adolescence avec mes enfants. Très sincèrement, j'ai choisi une maison très loin de tout pour qu'ils puissent partir assez rapidement. Je veux dire, vers 18 ans, pour qu'ils ne puissent pas faire d'études autour, en fait. C'est obligé d'aller prendre leur appartement. Mais oui, qu'ils partent, vraiment, parce que c'est très fatigant. Je veux dire, de 13 à 18 ans, c'est très fatigant, surtout quand on en a 4. Et je plains beaucoup mes amis parisiens qui disent, mes enfants disent, non, je reste là, du coup, mon Dieu. Jusqu'à 28 ans. À 44. Bref, donc oui, il y a une façon de communiquer avec eux, mais je redis, quand au quotidien on est face à un adolescent, c'est difficile de communiquer de façon très apaisée, sereine et responsabilisante. Nous, c'est beaucoup plus facile, c'est dans un temps court. Et vous êtes extérieur au foyer. Exactement. Exactement. Mais donc c'est facile de faire alliance avec eux et de montrer beaucoup plus facile. Que vous êtes de leur côté. Beaucoup plus facile. Et vous adoptez leur code. C'est-à-dire que vous parlez un peu de leur façon, vous montrez que vous êtes vieille mais quand même un peu jeune, parce que vous comprenez. On connaît. Vous savez dire je m'en balais. Et Oui, on va s'adapter quand c'est nécessaire, parce qu'il y a des adolescents qui ont un vocabulaire extrêmement élaboré et avec lesquels il faut pas du tout faire ça. Mais si je commence à hausser les sourcils quand ils me disent ouais balek, et ben du coup je suis pas crédible. Enfin, je veux dire, il faut que alors si je comprends pas ce qu'ils me disent, je leur dis. Je dis pardon, je suis extrêmement âgée, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc c'est très souple, quoi, en fait, d'une certaine façon. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de leur faire un virage eux aussi à 180 degrés, puisque, comme vous l'avez vu dans le livre, en fait, nous, on travaille vraiment avec l'école de Palo Alto en thérapie systémique, et l'école de Palo Alto consiste à aider les gens à arrêter de faire ce qu'ils font et qui alimente le problème. Et parfois c'est le parent d'adolescent qui, n'écoutant que son inquiétude et son amour, fait un certain nombre de choses inopérantes, mais parfois l'adolescent est pas très brillant non plus, très clairement, dans la relation, je veux dire. Et donc,
par exemple, des fois, ils viennent, je sens qu'il y a quand même une souffrance, que le conflit pose problème, quoi, aussi à l'adolescent. Et donc, je leur dis, bah tiens, donc toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils me disent, bah ouais, on fait que s'engueuler, c'est un peu horrible, et tout ça. Et je lui dis, mais tu fais quoi, en fait, pour que ça soit plus cool, en fait, parce qu'elles me disent, m'autorise rien, t'as rien compris, c'est trop abusé. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple, pour qu'elle te laisse plus sortir ta mère, par exemple, tu fais quoi? Et ils me disent, bah, je lui dis, c'est trop abusé, tous les autres parents, ils sont hyper cool, et toi, tu fais de la merde. Donc, je lui dis, ça marche? Il me dit, non. Je lui dis, mais donc, pourquoi tu fais ça? En fait, tu vois bien que ce n'est pas stratégique du tout. Et je leur dis, en fait, les parents, ils sont hyper faciles à gérer. Franchement, c'est des petites choses fragiles, tout à fait. Manipulées. Mais complètement. Donc, je leur donne des cours de management parental. Donc, je dis, par exemple, si ta mère, tu lui dis une fois par semaine, en modifiant, bien entendu, les modalités, ne sois pas idiot, hein, sois un peu créatif, mais en gros, si tu lui dis une fois par semaine, quand je regarde les autres darons et que je te regarde toi, je me dis que j'ai trop de chance. Si tu fais ça une fois par semaine, tu obtiens ce que tu veux, je te jure, chérie. Dans le même temps, il faut gérer ton père. Ton père, c'est différent, c'est pas la même chose. Ton père, tu vas le voir et tu lui dis, est-ce que tu peux me réexpliquer le conflit israélo-palestinien parce que j'ai pas ultra bien compris. Ça, les pères adorent. Alors après, tu écoutes, je suis obligée de leur dire, hein, tu restes par contre. Il faut écouter la leçon. Sinon, ça ne marche pas, on est d'accord. Et donc, si tu prends un air extrêmement passionné pendant un quart d'heure, là, tu peux être sûr que le soir, dans le lit, les deux se disent, enfin, il est mature, il devient vraiment plus mature. Et donc, mais ça marche tellement bien que moi, mes filles, c'est moi qui l'ai inventé, mes filles le faisaient avec moi, ça marche. Je me dis, vous faisiez avoir. Ah oui, totalement. Donc, il y a des choses à faire des deux côtés, en fait, hein, d'une certaine manière. Quand, en effet, le problème, c'est le conflit. Mais c'est ce que vous dites, de toute façon, dans tous vos livres, c'est que la relation, elle est à deux. Il n'y a pas un responsable plus que l'autre. On n'accepte pas le comportement de l'autre et on majore ou pas le conflit ou la réaction épidermique, parfois des parents face aux adolescents, qui sont parfois durs à gérer. Est-ce que vous faites des formations de mise à jour du vocabulaire des adolescents ou des codes? Parce que vous le dites dans le livre, je ne suis pas là pour parler des codes parce que ça évolue en permanence. Absolument. Donc, sinon, votre livre, ce n'est pas lisible aujourd'hui, ne serait-ce que 6 ans plus tard. Absolument. Mais vous faites ça, vous vous immergez avec des adolescents, enfin, vous essayez de comprendre un peu. C'est-à-dire qu'on les a en consultation tous les jours. Donc, on a toutes sortes d'adolescents qui viennent en permanence nous remettre à jour, quoi, d'une certaine façon. Et surtout qui nous racontent la réalité qui, vous avez raison, en même temps que les codes évolue en fait. Voilà, la réalité du harcèlement aujourd'hui, par exemple, c'est pas du tout la même que à cette époque-là. On a des choses très singulières sur l'adolescence actuelle, je trouve. Nous, entre nous, quand on est en réunion, on appelle ça les adolescentes des années 20. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est vrai. Il y a une adolescente des années 20. Mais donc, on a l'impression qu'on parle de 1920, mais en vrai, non, on parle de 2020. Et elles ont un certain nombre de caractéristiques, notamment le fait que, pour certaines d'entre elles, pas toutes, elles se sentent, en difficulté pour intégrer un groupe, par exemple, un groupe d'amis. Elles sont très, très, très focalisées sur les pairs, PAIRS. C'est vraiment la réputation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mais aussi l'intérêt qu'on suscite chez ces gens-là, parce que sur le reste du monde, on s'en fiche totalement, mais chez ces gens-là. Et par exemple, nous, on a beaucoup de jeunes filles qui, d'une certaine manière, se sont saisies de la psychiatrisation, en fait, pour être reconnues, pour être intégrées, pour être importantes. Et qui donc sont dans des choses qui sont très inquiétantes pour les parents, qui vont se scarifier, qui vont montrer des comportements un peu paroxystiques à certains moments. Et en fait, c'est ce qui explique, selon nous, le fait qu'il y a eu vraiment une recrudescence des hospitalisations pour tentatives de suicide chez les jeunes filles uniquement. Zéro augmentation chez les garçons. Zéro. Depuis 2021. Mais en revanche, chez les filles, c'est très net. Chez les filles de 15, un peu moins même, 14-18 ans, je crois. C'est pas des suicides avérés, c'est des tentatives de suicide. Mais ça nous éclaire sur une façon qu'elles ont d'être au monde en ce moment qui peut être très inquiétante et qu'il faut à la fois ne pas considérer comme ultra problématique parce que du coup, ça fait un peu monter. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus le banaliser parce que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que j'en reviens à cette idée que le parent d'adolescent, il est en permanence sur une ligne de crête, quoi. C'est extrêmement compliqué. Il y a aussi dans les adolescents, dans les situations adolescentes qui nous sont amenées en consultation en ce moment de façon très moderne. Il y a ça, il y a beaucoup d'évitement scolaire. Et ça, c'est lié en fait au Covid parce que le Covid a institutionnalisé l'évitement de l'école comme étant
valable et tout ça. Et donc, les gamins, ils l'ont bien senti, hein, et les parents aussi, ils l'ont vécu. Et donc, ça fait une espèce d'oscillation un peu molle en disant ce serait bien que tu ailles en cours, mais si tu veux pas y aller, alors reste à la maison. Ce qui est un tout petit peu paradoxal, quoi. Et du coup, on a vraiment beaucoup d'adolescents, nous, qu'on remet à l'école doucement, mais pas en faisant des choses partielles, quoi. Je veux dire, parce que là, moi, j'ai des adolescents qui vont en cours que pendant les récrés. Je ne comprends pas ce qu'on me dit. Enfin, je comprends l'intention, mais je crois qu'on continue à institutionnaliser l'évitement en faisant ça. Je crois qu'il faut les aider à affronter déjà à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui pourrait se passer d'horrible s'ils y retournent. Et puis ensuite, il faut qu'ils y aillent vraiment. Et il faut que le parent soit assez déterminé. Et puis, la troisième singularité qu'on a sur cette peuplade contemporaine des adolescents, ce sont les souffrances liées au genre, en fait, liées aux transitions, qui peuvent générer aussi entre les parents et les adolescents des moments extrêmement difficiles, extrêmement complexes, avec une souffrance très forte de part et d'autre. C'est vraiment, je trouve, en ce moment, ce qui génère le plus de souffrance, à la fois chez le parent et à la fois chez l'adolescent. Et donc ça, c'est vraiment les trois singularités, je dirais, de d'aujourd'hui, quoi, en fait. Quand vous recevez les adolescents et qui sont face à des grosses angoisses, à des grandes souffrances, vous leur demandez d'imaginer pendant plusieurs jours, souvent sur 2 semaines, le pire scénario qui pourrait arriver et se passer si cette souffrance continuait, ou en tout cas si le problème n'était pas résolu. À quoi ça sert de faire ça ? Alors, je leur fais imaginer, en effet, vous avez parfaitement raison, ce qui pourrait arriver de pire selon eux, hein, pas seulement si. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'est l'histoire de cette adolescente là qui avait extrêmement peur, parce qu'elle était en fort conflit avec sa maman, qui avait extrêmement peur que sa maman se suicide si jamais elle décidait de ne plus aller la voir, alors qu'elle était dans une relation extrêmement négative, extrêmement maltraitante. Mais elle voulait pas l'envisager, en fait. Elle disait, elle était complètement comme ça secouée de l'intérieur en disant il faut que j'y aille, mais je peux pas, mais il faut que j'y aille, mais je peux pas, mais en même temps je peux pas ne pas y aller. Enfin, c'était affreux. Et en fait, tout le monde lui disait mais ne t'inquiète pas, mais il va rien se passer. Enfin, comme on dit aux enfants, tout va très bien se passer. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, etc. Sauf qu'elle était tétanisée d'angoisse. Et en fait, en séance, elle ne me dit pas ce qui lui fait peur. Parce que quand on est dans l'évitement de l'angoisse, on n'arrive même pas à l'envisager, on n'arrive même pas à le dire. Et donc, nous, notre métier, en effet, en séance, c'est de dire il faut qu'on imagine ce qui pourrait arriver de pire, parce que si tu n'imagines pas, ça continue à l'intérieur de toi, en fait. Et nous, ce qu'il faut, c'est qu'on déroule ce scénario épouvantable pour que tu ailles regarder ta peur dans les yeux. Parce que quand on regarde une peur dans les yeux, elle se transforme en courage. Alors que quand on lui court devant, et qu'elle nous court derrière, alors là, elle se transforme en angoisse supplémentaire, d'une certaine manière. Donc, c'est un exercice qui consiste à apaiser la peur en la regardant en face, en fait. Et c'est efficace, non ? C'est extrêmement efficace, mais tout le monde l'a vécu un jour ou l'autre, en fait. Ça à un moment donné, regarder ce qui pourrait se passer de pire et de constater qu'en effet, ça s'apaise. Ça ne veut pas dire que ça disparaît, mais ça atténue clairement la peur. On revient à un truc plus rationnel. Exactement. Qui est moins fantasmé. Oui, puisqu'on on arrête de se battre avec soi-même, en fait. C'est quand même souvent une histoire de combat. Alors, il y a plus ou moins 5 ou 6 sujets qui reviennent sur la table au moment de l'adolescence entre les parents et les enfants. C'est très simple, l'alcool, la drogue, la sexualité, les fréquentations et les écrans. Je schématise et je caricature, mais c'est comme ça. Et la réussite scolaire. Et la réussite scolaire, vous avez raison. Est-ce qu'il y a une recette pour arriver à aborder ces sujets-là sans que ça génère des crises, des tensions avec les adolescents ? Alors, il n'y a pas de recette, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'en connais pas, clairement. En revanche, ce que je trouve très intéressant avec l'école de Palo Alto, c'est de se dire, j'ai tel objectif avec lui, avec elle. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour l'instant pour essayer d'atteindre cet objectif et qui visiblement ne fonctionne pas, parce que si ça fonctionne, il faut continuer simplement. Tout ça est très, très, très logique. Et l'école de Palo Alto dit, si ça n'a pas du tout fonctionné alors que vous l'avez fait 10 fois, 100 fois, 200 fois, eh bien peut-être ce serait intéressant d'essayer l'inverse. Et en ce sens-là, ça, c'est une modalité de réflexion qui peut être très intéressante pour les parents. Parce que, alors parfois, c'est difficile de voir ce qu'on a fait. On trouve qu'on a fait que des choses hyper intelligentes et très diverses. Alors qu'en réalité, souvent, c'est extrêmement monotone, même si les parents sont très créatifs pour se faire croire à eux-mêmes qu'ils font des choses différentes. Et donc, je crois que l'idée, c'est vraiment de se dire, OK,
imaginons que je suis un hamster dans une roue avec cet objectif, c'est-à-dire que je n'atteins rien du tout, et que surtout je suis extrêmement fatiguée, et qu'en plus la relation se détériore. Parce que ce que je crois et qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que à ce moment précis, la qualité de la relation, elle est primordiale. À ce moment précis du développement d'un individu, je pense que la qualité de la relation est primordiale, et c'est là où elle est le plus mise à mal, en fait. Donc, imaginons que je suis un hamster dans une roue, moi, maman d'ado, moi, papa d'ado. Imaginons que je descende de cette roue et que je regarde dans quel sens je vais pour ensuite essayer d'aller dans l'autre sens, quoi. C'est vraiment ça, en fait, je trouve, qui peut permettre de prendre un peu de recul par rapport à des situations qui génèrent de la douleur. Et vous le dites quasiment tout au long du livre, et c'est ce que ressort de chaque cas pratique que vous mettez en avant, c'est que l'autonomie, c'est la clé. Oui, je crois vraiment, parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment cet objectif-là qu'ils ont, les ados, et paradoxalement, c'est aussi l'objectif qu'on devrait avoir. Puisque en fait ils vont partir normalement, sauf si on veut les garder jusqu'à 32 ans. Mais en vrai c'est ça, c'est-à-dire que moi souvent je dis aux parents, voilà, imaginez vous êtes en conduite accompagnée avec lui et que la route c'est la vie, quoi. Donc vous êtes en conduite accompagnée avec lui, et donc à un moment donné il va falloir que vous sortiez du véhicule et que vous le regardiez s'élancer sur cette route tout seul, et ni vous ni moi ne savons s'il va se prendre un pylône ou pas, je suis désolée. On n'en sait rien, en fait. Et c'est ça qui est hyper stressant. Mais en même temps, rester dans la voiture toute sa vie n'est pas forcément une très bonne idée pour lui, en fait. Parce que c'est étroit, quand même, un habitacle de voiture pour qu'il y mette toute sa famille avec vous. Enfin, je veux dire, tout ça n'a pas de sens. Donc, il va bien falloir sortir de cette voiture. Et au fond, ce que je trouve très paradoxal, c'est que quand on a beaucoup pris en charge, et quand je dis prendre en charge, ça veut dire faire à la place d'eux. Quand on a beaucoup pris en charge un enfant, depuis toujours, jusqu'au bac, puisque visiblement c'est le Graal absolu, alors moi je ne comprends pas pourquoi, mais bon, eh bien c'est difficile de le lâcher à ce moment-là. Parce que c'est beaucoup plus facile de lâcher un enfant de 6 ans, enfin de responsabiliser un enfant de 6 ans, que de responsabiliser un ado de 18 ans qui en plus a été tellement pris en charge, qui est complètement démusclé, à moitié poulpère, et qui ne sait rien faire. Parce que c'est ça qui se passe. Enfin, je veux dire, quand ils se retrouvent à la fac après le bac qu'ils ont eu, parce que maman les a hissés, ce truc-là, à force de hurlements pendant toutes les soirées consacrées aux devoirs. Mais là, ils arrivent, ils savent pas faire, en fait. Parce que ils ont puisé dans les ressources de leurs parents. Ils ont pas puisé dans les leurs. Et quand on puise pas dans ses propres ressources, on ne les active pas, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a un pourcentage aussi élevé d'enfants en première année post-bac qui se retrouvent en échec. Enfin, je veux dire, mais échec et puis déprime, en fait, parce que ils se sentent totalement inaptes. Ils n'ont pas le but. Ils n'ont pas de but dans leur... Ils n'ont pas de but et puis ils n'ont pas d'autonomie. Ils ne savent pas faire, en fait, puisqu'on a fait à leur place. Parce que, en fait, je crois que ça, c'est vraiment un point extrêmement important quand on est un parent qui prend en charge. Parce que, voilà, tous les parents ne prennent pas en charge, évidemment. Il y a des parents qui sont complètement abandonniques et vraiment, c'est pas du tout ça que je préconise. Moi, ce que je préconise, c'est la responsabilisation, comme on l'a dit. C'est-à-dire, je serai toujours là pour toi, mais en même temps, je ne vais pas faire à ta place. Ce qui est quand même un juste milieu de mon point de vue. Mais très clairement, les enfants qu'on a pris en charge et les parents qui prennent en charge ne se rendent pas compte qu'en fait, ils envoient 2 messages en fait à l'enfant, à l'adolescent. Et c'est valable pour le conjoint aussi, je le dis, parce que comme ça, je donne quelques recettes aussi conjugales. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai, quand on fait à la place de l'autre ce qu'il devrait être capable de faire, comme par exemple... ramasser ses chaussettes qui sont par terre, eh bien, on lui envoie 2 messages. Donc là, je parle plutôt de la scolarité, de toutes sortes de choses par rapport aux ados. Le premier, c'est « je t'aime ». Je t'aime tellement que j'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. Et le deuxième, c'est tu n'es pas capable. Et en fait, donc ils entendent les deux. C'est pour ça qu'ils sont ambivalents par rapport à cette prise en charge. C'est-à-dire qu'à la fois, ils aiment bien qu'on les aime, évidemment, c'est parfaitement logique. Et puis aussi, c'est confortable d'être pris en charge. Et puis à la fois, ils voient bien qu'il y a quelque chose de très finalement diminuant, je sais pas comment on peut dire ça, mais quelque chose qui vient leur dire, c'est ça, quelque chose qui vient leur dire, t'es pas à la hauteur, quoi, t'es pas apte, t'es pas apte. Et d'ailleurs, je dois dire que les cas de violence dans des foyers avec des adolescents très violents physiquement, avec leurs parents, qui en arrivent vraiment à des choses très douloureuses, c'est souvent des adolescents qui ont été hyper pris en charge. Parce qu'ils se débattent à un moment donné, ils savent plus faire, quoi, en fait. Ils sont totalement déréglés parce que, encore une fois, ils sont pas allés puiser dans leurs ressources, mais dans celles de leurs parents. Vous dites une phrase qui est hyper percutante et vous demandez aux parents d'ailleurs de relire plusieurs fois cette phrase. Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi. Pourquoi c'est dur pour les parents ?
de lire ça, ou en tout cas d'appliquer cette phrase-là mais déjà et de le dire à haute voix. Mais déjà de la dire, c'est-à-dire que moi, quand je leur dis en consultation, imaginez que je suis donc Thomas, votre fils de 17 ans, regardez-moi, et dites-moi, tu sais mieux Thomas, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi. Elles sont là. Tu sais, alors tu sais pas. En fait, je dis non, mais alors faites un effort quand même. Donc, elles n'y arrivent pas parce que elles ont cette certitude qu'ils sont inaptes en fait, et que elles savent mieux que ce qui est bon pour eux. Et quand on a quelqu'un qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et notamment par exemple au niveau des émotions, on pourra en reparler, c'est profondément déstabilisant en fait. Surtout à 17 ans, je veux dire que à 17 ans, on commence à savoir un peu ce qui est bon pour nous ou pas. Et donc, quand par exemple un parent, parce qu'il y a ça aussi chez les adolescents, il y a cette idée, enfin dans la perception qu'on en a, notre perception, c'est qu'ils sont un peu excessifs au niveau émotionnel, c'est-à-dire que voilà, ils partent dans les tours, ils pleurent pour rien, enfin tout ça est très voilà. Et du coup, on prend pas tellement, je trouve, en considération leurs émotions, quoi. Et on leur dit que, voilà, pourquoi ils s'excitent comme ça vis-à-vis de leur belle-mère acariâtre, ou pourquoi ils s'énervent comme ça vis-à-vis de tel prof injuste, ou pourquoi ils sont tellement attachés à telle enseignante. Enfin, je veux dire, on est beaucoup en train de leur dire calme-toi. Enfin, je veux dire, t'es un peu. Et je pense que c'est pas bon ça non plus, parce que je pense que ils savent mieux que nous ce qu'ils ressentent, par exemple. Et que dire à quelqu'un tu ne ressens pas les choses correctement, c'est ultra violent. Et les adolescents, en fait, quand on leur dit beaucoup tu devrais être moins triste, tu devrais avoir moins peur, tu devrais être plus joyeux, tu devrais être plus reconnaissant à tes parents magnifiques, eh ben ils ont deux possibilités s'ils ressentent pas ça. Soit ils se disent non mais pas du tout en fait, c'est moi qui ressens et tais-toi, donc ça crée des conflits pas très agréables. Soit ils se disent maman a raison, c'est elle qui ressent mieux que moi les choses. Et ça, c'est pas du tout bon pour la santé psychique, hein, vraiment. C'est très très mauvais, quoi. Est-ce qu'on a tendance à moins bien parler à nos ados qu'on ne le ferait à des enfants plus petits ou à des adultes, parce qu'on a cette posture de toute façon, cette phase-là, on part d'emblée avec nos lunettes de ces problématiques, et donc on interagit avec eux de manière moins respectueuse? Je crois qu'on est beaucoup plus méprisant avec les adolescents qu'avec les enfants, en fait. Hein. Mais parce que les enfants nous idolâtrent. Donc, on les trouve vraiment tout à fait intéressants. Et très, alors que les adolescents, ils nous disent... Donc, du coup, on trouve qu'ils n'ont vraiment aucune valeur. Et donc, oui, je crois qu'il y a... Et en fait, les mamans le disent, en fait. Hein. Souvent, elles disent, et c'est vrai que quand je m'adresse à lui... Je suis déjà énervée, déjà méprisante, déjà en effet pas très respectueuse, quoi, parce que, mais en même temps il y a un passif, quoi, en effet, donc elle l'explique comme ça, quoi. Sauf que du coup, en fait, j'ai l'habitude de leur dire, par rapport à un adolescent, et ça je le travaille aussi beaucoup avec les enseignants, hein, il y a ce que Bateson appelait l'escalade, donc en l'occurrence symétrique, c'est-à-dire entre un ado qui cherche, le parent qui essaye de mater en disant c'est qui l'adulte. C'est même très bizarre. C'est comme quand les gens dans l'entreprise ils disent c'est qui le patron, hein. T'as envie de dire pas toi visiblement puisque tu demandes. Donc c'est qui l'adulte. Et donc, là du coup l'ado s'en sert en disant et donc là bon bref. Et donc je leur dis, quand vous commencez à monter dans une escalade symétrique de cet ordre-là, sachez que vous allez perdre. Avec un adolescent, contre un adolescent. Vous allez toujours perdre. Même si au bout du compte, il s'en va en claquant la porte, même si au bout du compte, vous vous mettez à hurler et que du coup, il se soumet, au bout du compte, vous aurez perdu parce que vous aurez perdu le contrôle. Et donc, avec un adolescent, ce qu'il faut, c'est savoir rester en bas de l'échelle. C'est compliqué parce que vraiment, il nous agace à certains moments, quoi. Mais c'est valable avec d'autres, d'autres personnes. Hein. Je veux dire, moi, mon mari, par exemple, a une maman de 96 ans qu'on appelle Dédé l'embrouille dans l'intimité parce que bonjour Dédé. Ah, c'est ça. Salut Dédé. Un de ses amis disait elle ferait s'engueuler les deux fesses d'un même cul. C'est pour vous dire la personne. Et donc elle est très très culpabilisante. Vous voyez, donc quand mon mari va la voir 2 fois par semaine, ce qui est déjà absolument énorme, je trouve personnellement, elle dit ah tu es venu finalement. Alors que bon, je veux dire, il va tous les 2 jours, quoi. Ton frère vient plus souvent, mais en même temps toi tu es très pris. Enfin bon, elle fait un truc très culpabilisant. Ouais, très culpabilisant. Et lui, ça monte, et donc là, il se retient, quoi, en fait. Il se retient, ou alors il fait 2-3 petites remarques acerbe, et là, elle dit « Arrête de me parler comme ça !» Et donc, ça monte un grand, et puis, bref, et à un moment donné, c'est lui qui explose, hein, évidemment. Et là, du coup, elle est totalement victimaire, en mode « Voilà, c'est affreux !» Et je lui dis, en fait, et ça, je le dis souvent aussi aux parents d'adolescents, je dis « Il faut considérer que la première marche
de l'échelle. Donc, je lui dis, imagine ta maman avec un bleu de travail et une échelle. Voilà, c'est la prochaine fois que tu la vois. Et je dis ça aux parents d'adolescents, imaginez-le avec un bleu de travail et une échelle. Il met l'échelle comme ça, et puis il monte pour regarder ce que vous allez faire. Et là, il faut que vous vous disiez, je monte pas, moi, je reste en bas. Et je lui dis, considère que la première marche sur laquelle tu montes, c'est un trampoline. Parce que si tu montes sur la première marche, t'es foutu, en fait, avec un adolescent. Ouais. Ça escalade en haut. Ouais. C'est une belle image pour les parents. Le bleu de travail. L'échelle, de dire non, je vais mettre des poids à mes chevilles pour rester en bas et rester droit dans mes bottes et ne pas rentrer dans un jeu, en fait. Ouais, ne rentre pas dans ce jeu parce que tu vas perdre. Et puis, ça lui fait pas du bien à lui, par ailleurs. Mais en plus, ça ne restaure pas l'autorité du tout, en fait. Oui, c'est pas productif. Est-ce qu'on accueille différemment les émotions d'un adolescent que d'un enfant ? Ou est-ce que c'est le même processus ? Pour moi, c'est le même processus. Je pense que il faut vraiment enlever le « mais », donc c'est-à-dire que, par exemple, quand on a un ado qui a un chagrin d'amour, même si on trouvait que vraiment cette personne avec qui il était n'était pas adéquate, qui est souvent le cas de parents d'adolescents, je pense que le chagrin d'amour de l'adolescent, il faut l'accueillir, mais vraiment de façon absolument inconditionnelle, en disant mais mon amour c'est horrible, c'est un des jours les plus horribles de ta vie en fait, parce que c'était ton premier amour et t'avais mis plein de choses, et surtout pas dire mais t'inquiète, t'en trouveras. Donc dire et je te fais un câlin, mon amour, viens faire un câlin parce que je peux rien faire d'autre que ça, quoi. C'est vraiment cette idée d'accueillir l'émotion sans essayer de vouloir l'atténuer, sans essayer de vouloir la normaliser, la pathologiser au contraire, en la normalisant bien au contraire, et en disant tout ça est parfaitement logique. En quelque chose de très utile, je trouve, dans l'accueil des émotions des ados, c'est de dire moi à ton âge, j'ai ressenti exactement la même chose, c'était horrible. Parce que comme on a cette espèce de perception que leurs émotions sont hyper excessives de façon globale, parfois, ils peuvent avoir honte de leurs émotions et donc pas nous les dire. Et donc, le fait de dire, moi, tu sais, je ressentais exactement la même chose, ça enlève complètement la honte, quoi. Donc, oui, bien sûr, on accueille de la même façon, moi, je trouve. Donc, du coup, si enfant, on a toujours réussi à bien accueillir, on n'a pas de raison de changer notre mode opératoire et de devenir méprisant ou méprisante. Absolument. Et de minimiser. Au final, si ça s'est toujours bien passé, on continue comme ça, même s'il nous agace. Même si, oui, c'est pas pareil parce qu'ils deviennent assez laids. Il faut quand même aussi l'admettre, ça. C'est-à-dire que souvent, l'adolescent n'est pas beau. Souvent, il n'est pas beau, ça va mieux après. Ça allait beaucoup mieux avant et puis ça va mieux après. Mais franchement, moi, je pense que les profs de collège, ça a aussi un côté... parce que... ça renvoie... Il y a quand même un public qui est quand même compliqué. Je veux dire, quand on prend l'adolescent garçon, je trouve, de 4e, pour moi, c'est vraiment le paroxysme du problème. On est d'accord. Il y a le 4e, c'est un truc. C'est marrant, moi j'étais en 4e il y a plus de 20 ans, mais c'était déjà le 4e, on se disait, c'était déjà le problème. Il y a un problème. C'est bizarre. Et je pense que personne n'a envie de partir en 4e, en vacances, je veux dire, avec un 4e. Personne. Je veux dire, si on laisse le choix, on choisit plein d'autres personnes. Donc, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, ils sont ils sont avec ce grand corps là ils bouffent, on sait pas comment, cet appareil dentaire mal lavé, toutes sortes de choses ignobles avec cette voix là qui part dans les aigus. On n'aime pas cette personne, on l'aime pas tellement. Je veux dire, a priori, et en même temps on l'adore parce que c'est le nôtre, et puis qu'on sait que ça va évoluer, mais je veux dire, il faut aussi comprendre que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, quoi, en fait. Et donc, cette période-là, il faut câliner les parents aussi, quoi. Il faut les câliner parce que c'est pas facile, à plein d'égards, je veux dire. Et vous le dites, et ce que vous avez dit au début, c'est que souvent, c'est eux les plus en souffrance, finalement. Totalement. Est-ce que ça peut bien se passer, l'adolescence ? Mais complètement, je veux dire vraiment. Non, mais sincèrement, je pense que vraiment, moi, je veux dire, mes 4 enfants, pourtant j'avais des rebelles dans le tas. Je veux dire, j'avais pas du simple. J'ai pas le sentiment qu'il y a eu crise d'adolescence au sens où on me le dit. Il y a eu des conflits et des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Mais au fond, et puis j'en vois plein d'autres. Je ne parle pas que des miens. Je pense qu'il y a plein de moments de famille où l'adolescence se passe plutôt bien. Il peut y avoir aussi des familles où ça se passe très bien avec un, pas du tout avec l'autre, parce qu'il n'y a pas d'environnement familial comme ça avec des modes d'emploi. Mais je crois que c'est difficile que ça se passe bien parce que c'est comme si on était enjoints tous à ce que ça se passe mal, en fait. On est dans des prophéties autoréalisatrices. Complètement. Et presque, si on n'a pas fait sa crise d'adolescence, on est un petit peu inquiet. Je pense, on se sent pas exactement dans la norme, quoi. Oui, c'est vrai, je vous disais ça avant l'épisode, que en lisant votre livre,
je me disais, moi, j'ai pas fait de crise d'adolescence. Et j'ai compris aussi que mes parents m'avaient donné énormément d'autonomie et de responsabilisation avec des conséquences. Mais du coup, je me suis pas sentie enfermée dans un carcan à devoir leur prouver qu'ils avaient tort et à faire des conneries. C'est ça aussi, c'est que l'adolescent va se mettre en danger. Et là, on parle de choses quand même qui peuvent être graves. Très graves. Dans le livre, vous expliquez une jeune fille qui a consommé beaucoup trop de cannabis et qui fait une crise psychotique. Absolument. Donc, ça arrive aussi. Bien sûr, absolument. On n'est pas là à dire que c'est le monde des bisounours, c'est que l'adolescence, ils se mettent en danger. Douloureuses. Absolument, ils se mettent en danger. Ça, c'est certain. Notamment, comme vous le dites très bien, parce qu'ils se débattent, en fait. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est pas une bonne idée qu'ils se débattent. Et donc, il faut regarder comment on peut faire en sorte que, d'une certaine manière, ils aient moins de raisons de se débattre. Mais c'est compliqué parce que tout nous fait super peur. Et puis, il y a un autre point, je trouve très frappant, c'est que il y a un moment donné où donc le conflit monte et ça crée comme un espèce de mur de briques, je trouve, entre l'adolescent et son parent. Et à un moment donné, c'est plus possible en fait de passer au-dessus de ce mur. L'adolescent se disant moi je continue à monter mon mur parce que de toute façon si jamais je redescends le mur, ils vont me dire ça y est, monsieur est redescendu ou madame a arrêté de faire... Et donc, ils sentent ça. Enfin, je le dis de façon un peu caricaturale, mais ils ont hyper peur, en fait, de l'accueil qui va leur être fait si jamais, en effet, ils déposent les armes un peu d'une certaine façon. Et donc, ils déposent pas les armes. Et donc, là, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de travailler avec les parents en disant... C'est à vous d'enlever quelques petites briques à vous, de votre côté, et de dire à travers le trou que vous aurez fait... quoi qu'il arrive, si jamais à un moment donné tu as envie de me parler à nouveau, il n'y aura pas de reproche, il n'y aura pas de moralisation, il n'y aura pas de enfin tu te rien, il n'y aura rien du tout, il y aura juste mes bras en fait. Si jamais tu décides qu'on doit faire la paix. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant parce que souvent on le voit pas ce mur de briques et on se dit mais on peut rien faire en fait, rien ne va. Et alors en fait c'est parce qu'ils imaginent quelle va être notre réaction d'une certaine façon. Ou je te l'avais bien dit, oui. La phrase la pire, oui. Je te l'avais pourtant bien dit. Oui. Et donc là, ils repartent avec leur mur. Mais ça vaut dans toutes les relations un peu. Oui, absolument. C'est plutôt commun à tous les êtres humains, non ? Oui, mais on le dit souvent aux adolescents, je trouve quand même. Qu'est-ce qui effraie le plus les parents d'adolescents ? Ça dépend vraiment. Je pense que vraiment le côté SDF, mon fils va finir SDF. Je vais le retrouver à la gare de Lyon et 2 ans plus tard, après, et là, il me crachera au visage en disant « Regarde ce que je suis devenue à cause de toi ». Ça, c'est vraiment un truc qui fait super peur. Ce qui est logique, on n'a pas envie, évidemment. La drogue, le fait qu'il finisse toxicomane en prison, tué parce qu'il est dans des trafics. La prostitution pour les filles, ça fait super peur. Et puis, il y a des peurs autres. Il y a des peurs qui peuvent être aussi générées par exemple, moi j'avais un papa, j'en parle dans le livre, qui avait hyper peur que sa fille se convertisse à l'islam et qu'il la voit plus du tout, quoi. Et puis il y a la peur qu'elle tombe sur quelqu'un de violent. Enfin, je dirais, les parents sont très créatifs pour imaginer les choses les plus épouvantables qui pourraient arriver. Mais d'ailleurs, sur l'exemple que vous donnez, je dis parce que elle s'est convertie à l'islam, oui. Sa fille, et elle a une carrière brillante en théologie, et il est très fier. Il est très fier d'elle. C'est drôle, tout à fait. Peur, en final, s'est transformée en quelque chose de super positif. Ouais, c'est ça. En fait, il avait vraiment peur qu'elle disparaisse, et que voilà. Mais c'était pas l'intention de sa fille. Non, au final. Pas du tout. Donc oui, c'est des peurs très variées, très. Alors il y a des peurs aussi génétiques, ça c'est assez amusant. C'est-à-dire souvent les mamans qui disent j'ai peur qu'il soit comme mon ex. Il est pareil. Ah oui, dans les séparations, l'enfant renvoie au conjoint qui ne fait plus partie du couple. Ouais, c'est ça. Il est addict comme son père, j'ai hyper peur qu'il devienne comme lui. Enfin, ça, on a beaucoup. Il est violent comme son père. Il est violent comme son père, absolument. Donc voilà, mais c'est très, c'est très intime comme peur. Et il faut les accueillir, il faut les traverser, parce que souvent, ce sont ces peurs-là qui font faire des choses improductives en fait dans la relation. Donc avant tout, il faut apprivoiser la peur, quoi. Ah oui, nos peurs induisent des comportements à effet inverse de ce qu'on voudrait. En fait, on les pousse à aller vers là où on a peur. Exactement. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a ces comportements pour tenter de faire diminuer notre peur, mais le feedback qui nous est renvoyé augmente notre peur. Donc on continue. Et dans votre pratique, c'est donc le virage à 180 degrés. Donc faire l'inverse de ce qu'on était en train de faire, puisque ça ne marche pas. Est-ce que y a des cas où ça aussi c'est pas productif, ça marche quand même pas, de changer son fusil d'épaule et
de trouver autre chose. Bien sûr. Nous, on a cette chance-là de pouvoir l'évaluer puisque nous, on fait évaluer toutes nos thérapies par nos patients, par 100% de nos patients. Et donc, on le fait 3 mois après la fin de la thérapie et puis 2 ans après la fin de la thérapie. Et donc, il y a plusieurs questions. Et une des questions, c'est si sur une échelle de 0 à 10, votre problème était à 10 quand vous êtes venu en thérapie, à combien se situe-t-il maintenant ? C'est cette question-là qui est la plus importante pour nous. Et nous, on considère qu'à partir du moment où ils sont à 5, donc 5, 4, 3, 2, 1, 0, on considère qu'il y a eu un changement de niveau 2, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment un changement un peu structurel et structurant. Et donc, on est à peu près à 80%, un peu au-dessus de 80%. Donc, on a 20% d'échecs, clairement. Alors, moi, j'ai tendance à dire que j'ai l'impression que souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait le bon virage. On ne leur a pas proposé, on a été mauvais. En fait, on n'a pas proposé le bon virage à 180 degrés. Parce que c'est vraiment frappant de voir à quel point, notamment dans des problématiques très intenses comme celle-ci, à quel point c'est vraiment ce que la personne met en place. C'est pas que ça résout pas, c'est que ça alimente le problème. Un peu, voire ça l'amplifie parfois à certains moments, un peu comme une bûche qu'on mettrait sur un feu pour l'éteindre en fait. Dans un premier temps, et c'est ça qui est un peu pervers, c'est que dans un premier temps ça fonctionne, et puis ensuite ça crée une flambée en fait, et donc on continue à faire ça, et donc normalement si le 180 degrés est bien fait, il y a forcément des choses qui se passent qui sont de l'ordre de l'apaisement de la souffrance. Après, il y a aussi des personnes qui décident de ne pas le faire le virage à 180 degrés parce que c'est trop douloureux, parce que ça leur fait lâcher trop de principes, parce que voilà. Et de ce point de vue-là, du coup, ils sont pas très apaisés parce qu'ils continuent en fait à faire ce qu'ils faisaient. Donc voilà, non, on n'est pas à 100% évidemment. Non, de toute façon, il n'y a pas de recette parfaite et qui marche tout le temps, ça c'est sûr. Vous dites quelque chose qui m'a fait beaucoup rire dans le livre, c'est que vous êtes des psys biodégradables. Oui. Ça veut dire quoi ? J'ai compris, mais je trouve que c'est très drôle. Mais en fait, oui, c'est-à-dire que nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment ne pas laisser de traces pratiquement. C'est-à-dire que c'est pour ça que vraiment notre première intention, c'est vraiment de travailler avec le parent, sans voir l'enfant, pour que lui, donc, il y ait 0 trace sur lui, et plutôt d'être à côté du parent en disant comment est-ce que vous allez faire avec l'adolescent pour que ça se passe différemment, pour qu'à un moment donné, on puisse sortir de ça rapidement et que les nouvelles modalités relationnelles soient mises en place à l'intérieur de la famille. Et donc, de ce point de vue-là, c'est comme ça qu'on l'explique. On veut être biodégradable. Oui, en même temps, vous responsabilisez les parents et vous leur redonnez confiance en eux sur leur capacité à être parents. En fait, on fait avec eux ce qu'on leur demande de faire avec leurs enfants. C'est vrai. Et j'aime beaucoup parce que comment vous le racontez, vous allez aussi dans le sens des parents. C'est-à-dire que vous faites alliance avec l'ado, évidemment, mais dans le dos des parents, vous le faites. Et face aux parents, vous êtes là, oui, c'est vraiment très dur ce que vous vivez, même si parfois vous réalisez l'absurdité de la situation aussi. Alors, je réalise l'absurdité de la situation, en tout cas, à quel point les gens peuvent continuer à faire des choses, en effet, totalement aggravantes, mais en même temps, je ne remets jamais en cause l'émotion, parce que par définition, elle est là, et que si quelqu'un vient consulter, c'est qu'il y a douleur, d'une façon ou d'une autre. Parfois, c'est ce que je dis à mes étudiants, il faut que vous soyez focalisés sur la recherche de cette souffrance, parce que parfois on la voit pas. Parfois on a des parents tellement dans une espèce de rigidité extrêmement fragile en fait, d'ailleurs d'une certaine manière, mais très arc-boutée en fait par rapport à ça, qu'on perçoit mal la souffrance. On se dit juste, et puis nous en plus, si on travaille dans cette matière, c'est qu'on adore les mômes, donc quand on a des parents qui nous expliquent à quel point leur gamin ne va pas, voilà, et je leur dis, allez chercher la souffrance de cette maman, parce qu'il y a une souffrance à se trouver face à un adolescent qui est l'exact inverse de ce qu'on voulait comme adolescent. Il y a une souffrance, il faut l'admettre, il faut la câliner aussi parce que c'est dur, quoi. Parce que je pense que quand on rate une thérapie, c'est parce qu'on n'a pas rejoint la personne qui souffrait sur sa souffrance, quoi. Bon, vous êtes thérapeute, mais vous êtes aussi maman. Oui. Et vous racontez au début du livre une scène très drôle avec votre fille. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir galéré en tant que maman d'adolescent ? Pas du tout, sincèrement pas du tout. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de tension, mais franchement, j'ai plutôt des joyeux souvenirs, moi en fait, des souvenirs assez colorés de tout ça. Donc voilà, mais ça n'a pas été de tout repos, comme je l'explique en effet dans le livre. Moi, je trouve, j'ai vraiment cette impression-là, sincèrement, et je le leur dis souvent. Alors maintenant, ce sont de jeunes adultes, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont commencé justement à se rebeller, à aller chercher leurs propres idées, à confronter de façon extrêmement forte au niveau politique, etc. Moi, j'ai l'impression qu'ils m'élèvent beaucoup plus que je les ai élevés, sincèrement.
Parce que le regard, quand vous racontez cette scène avec votre fille, que j'invite les gens à lire, parce que c'est vraiment très drôle par rapport au bac et au sport, on sent aussi beaucoup d'admiration dans leur façon de résoudre des problématiques, de leur créativité, de leur savoir-faire et de leur ingéniosité, parce que là, votre fille, elle a vraiment fait preuve d'ingéniosité. C'est pas souvent le discours qu'on entend des parents face à leur adolescent, justement. Oui, alors que sincèrement, moi, je trouve que les adolescents que je rencontre, on voit l'adulte en devenir derrière, on voit des aptitudes. Alors, c'est encore un peu flou, on va dire, quoi. Mais je suis très agacée, moi, quand j'entends des gens dire que tous les ados sont devenus complètement débiles à cause des écrans, à cause de je sais pas quoi, quand je vois des livres du genre la fabrique du crétin digital, je me dis mais comment, qu'est-ce que c'est que cette espèce de mépris absolu. Moi, je suis plutôt très en admiration, je suis très en empathie aussi, parce que je trouve que c'est pas facile d'être adolescent en ce moment, tout comme c'est pas facile d'être parent d'adolescent. Et voilà, et je trouve que c'est assez simple, quand on s'y met un peu sérieusement, d'aller voir tout ce qu'ils ont d'assez magnifique, en fait, quoi. Ouais, ce serait la clé aussi, non ? D'avoir des relations apaisées. C'est de changer nos lunettes et pas d'oublier qu'ils peuvent être relous, si je parle comme un ado. Très relou. Mais qu'il y a aussi quelque chose de positif en eux, sinon ils vont l'oublier eux aussi. C'est ça, il y a quelque chose qui est en train de naître là. Et puis parfois, alors par contre, moi je pense qu'il faut savoir aussi dire quand on n'est pas du tout d'accord, je veux dire, mais pas pour les faire changer, parce que notre confort à nous est voilà, par exemple, je trouve ça absolument invraisemblable, mais j'ai des parents qui viennent me voir pour plein de choses concernant leur adolescent, mais notamment un point qui est, il ne vient pas manger quand je les appelle, quand je l'appelle, ou même en collectif. Hein. Donc vraiment, elle me raconte la scène, en fait, c'est vraiment en disant, donc je crie à table 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois. La 7e fois, j'en peux plus, je hurle. Et là, ils arrivent en gueulant, en disant, ah, mais ça va, il y avait fait au lac. Et donc là, elle me dit, donc on passe un super mauvais moment, parce que je suis super énervée. Donc je dis, oui, donc ça ne va pas. On va faire un peu différemment. Et donc je leur dis, alors, on va faire la chose suivante. Vous allez donc faire son plat préféré, donc à base de féculents et de viande rouge, essentiellement. Donc vous allez faire son plat préféré, mais vous allez le faire en petite quantité pour vous et votre mari uniquement. Et puis vous allez donc mettre la table pour 3. Et là, vous allez juste dire « à table », comme ça, très, très faiblement, presque pas audible. Et puis ensuite, vous allez manger avec votre mari le plat. Donc là, normalement, il vient assez vite, hein, l'ado, parce qu'il trouve ça bizarre qu'on l'appelle pas, parce qu'ils sont très habitués, en fait. Hein, ils se disent « donc je viendrai la 7e fois ». Et donc là, quand il descend, il faut qu'il y ait un tout petit bout, un peu comme pour s'il était Ken, le mari de Barbie. Et là, vous lui dites, donc s'il dit « ah mais c'est abusé, il y a plus ça », il faut dire « mais chérie, je t'ai appelé, j'ai cru que t'avais pas faim, mon amour. Oh je suis désolée, je crois qu'il y a des cornflakes dans le placard, si tu veux. » Une fois, hein. Le lendemain, ils reviennent à 19h, ils sont là. Je peux mettre la table, qu'est-ce qu'on mange, etc. Donc, il y a des fois, il faut savoir aussi être un peu. C'est ce qu'on appelle, chez nous, le sabotage bienveillant. On adore. Hein, c'est-à-dire. Parce qu'il faut que la colère, à un moment donné, elle sorte quand ils abusent un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on s'amuse à faire un peu des choses qui. Tout en restant très pardon chou. Oh mon Dieu, mais comment j'ai cru que t'avais pas faim, mon amour. C'est vraiment ça. En même temps, vous leur demandez aux adolescents de manipuler leurs parents. Il faut bien que vous demandiez aux parents de manipuler leurs adolescents. On est bien d'accord. Chacun. Tout ça pour la paix bien sûr, de la paix de la famille. Mais c'est drôle parce que interagir avec des adolescents, c'est quand même une phase à part dans la vie entière. Ils ont leur code, ils ont leurs émotions qui sont un peu plus fluctuantes ou plus intenses, peut-être qu'à d'autres moments de la vie. Et ils ont un a priori aussi envers les adultes, qui sont les vieux et qui ne peuvent pas les comprendre. Mm-hmm. Ça, c'est un discours classique de l'adolescent. Ben oui, c'est-à-dire que vraiment, ils trouvent qu'on ne comprend rien quand même dans l'ensemble. Maintenant, moi, j'en rencontre pas mal qui au fond, se sont choisis des adultes de référence. Alors, c'est ça que je trouve dommage. C'est-à-dire que je trouve dommage qu'ils soient obligés de se choisir des adultes de référence parce que ça se passe mal dans la relation avec leurs parents. Moi, je préfère s'ils sont face à quelque chose d'hyper troublant sur les réseaux, par exemple, de pornographique, par exemple, tout simplement. Je préfère qu'ils en parlent à leurs parents, quoi, plutôt qu'à je sais pas qui, en fait. Mais un certain nombre d'entre eux choisissent des adultes de référence qui sont tout à fait bien. Hein. Je veux dire, les enseignants, il y a plein d'enseignants qui ont sauvé je pense vraiment des adolescents. Je pense à des infirmières scolaires. Je pense à des psys aussi. Hein. Je veux dire, on a vraiment des retours d'ados qui sont extrêmement touchants. Donc, les coachs de sport aussi. Absolument. Donc, ils ne trouvent pas tous nuls, heureusement, mais ils ont en effet un a priori, mais qui est le même que celui de la plupart des adultes, quoi, en fait. Hein. Donc,
Est-ce qu'un adolescent qui continue d'admirer ses parents, c'est un adolescent qui n'est pas normal ? Ah, pas du tout, non. D'accord. Il n'y a pas besoin d'être en rébellion. Non, il n'y a pas besoin. Ça, c'est vraiment encore un truc qui a été vraiment très construit, quoi. C'est obligé de se construire contre, etc. Alors, il y a plein de fois où ça fonctionne. Je suis pas contre, même si je trouve qu'il faut tenter de faire en sorte que ça laisse le moins de blessures possible. Moi, je veux dire, je connais des familles où les parents et les enfants se parlent plus du tout. Je veux dire, ça existe. C'est quelque chose dont on parle pas trop dans les salons parce que c'est très honteux de dire, moi, je ne vois plus mes enfants, en fait. Donc, moi, je trouve qu'il faut éviter ça. C'est quand même extrêmement, extrêmement douloureux, à mon avis, de part et d'autre. Donc, oui, c'est lever compte, oui. Essayons de le faire de la façon la plus écologique possible. Et puis, parfois, c'est pas du tout nécessaire, en fait. Donc il y a de l'espoir. Oui. On n'est pas obligé de se dire qu'on est condamné à vivre quelque chose d'infiniment douloureux. Non. Oui. Ça peut être fun. Ouais, parce qu'ils sont fun, les ados. Mais bien sûr, à certains moments. Et est-ce que ça aussi, c'est un de nos travers de parents, c'est qu'on peut être très rigide, on est happé par nos quotidiens, surtout s'il y a des grandes fratries et qu'il y a d'autres enfants à s'occuper. Est-ce qu'on ne fait pas l'effort de rejoindre leur monde, d'essayer d'aller jouer avec eux, j'en sais rien, aux jeux vidéo, d'aller faire du sport avec eux, d'aller dessiner, peu importe ce qui est leur activité. On oublie de faire ça quand on est parent d'ado. Oui, je crois que clairement on oublie de faire ça et puis donc ils nous rappellent pas trop à l'ordre parce qu'ils se sont trouvés d'autres distractions via les écrans par exemple. Et au fond, moi ce que je trouve, c'est vraiment ça que je trouve dommage dans les écrans, c'est que je pense que ça vient remplacer des interactions en fait. Je veux dire, si à la limite un ado est devant un écran en interaction avec son parent à côté, moi j'ai pas de problème avec les écrans. Ce qui m'ennuie, c'est que ça vient remplacer l'interaction. Et du coup, je trouve qu'en effet, leur dire écoute, je comprends rien à ton jeu, est-ce que tu peux m'expliquer sans jouer avec eux, mais juste qu'ils nous expliquent ce qu'ils trouvent intéressant là-dedans, ce que ça développe chez eux, c'est intéressant de les écouter nous parler de ça. Leur dire pourquoi ce manga à moitié sexiste, ils trouvent ça intéressant. C'est aussi, enfin, moi je trouve que c'est. Et puis bon, moi j'adore les ados quand ils racontent des choses absolument inintéressantes. Enfin, pour la peuplade adulte, moi ça me fait, mais j'adore aller en plongée sous-marine avec eux dans ce truc où ils sont là. Et ouais, donc je lui ai dit ça, il m'a dit ça, et donc après on s'est dit ça. Bon, après c'était vraiment l'horreur parce qu'évidemment l'autre il a dit ça, et donc c'était l'horreur. Je dis. C'est l'horreur, j'adore. Je trouve ça passionnant vraiment parce que je suis avec eux en train de me dire mais c'est affreux parce qu'on se souvient pas, je sais pas, on fait une amnésie quand même. Mais on était, pareil, qu'on était dans les mêmes intensités, quoi. Mais moi, j'ai aimé être ado. Parfois, je me dis, c'était cool, l'adolescence. Enfin, il y a une excitation, il y a un truc quand même où tout est waouh, des fois. Les interactions qu'on a avec les autres ados, l'effet de groupe. Alors, je dis pas, évidemment, quand il y a harcèlement et quand c'est négatif, mais quand ça se passe bien, c'est quand même un truc hyper intense. Carrément, et puis surtout quand on est responsabilisé. Parce que du coup, on a un adulte qui est là, mais pas un adulte qui nous empêche, en fait. Donc... Je voudrais le dire, si un jour les parents de mes copines écoutent, beaucoup de vos enfants ont dit qu'ils venaient chez moi alors qu'en fait ils venaient pas chez moi et ils sortaient. Parce que chez moi on avait le droit de sortir, on avait le droit de venir et que on était le point de relais. Bah oui, mais c'est chouette. Mais c'est ça qui fait une adolescence heureuse aussi, c'est d'avoir été dans cette famille-là. Sûr. Mais je me dis des fois le nombre de mensonges qu'elles ont élaborés, mes copines, pour pouvoir vivre une vie d'ado, effectivement, et d'avoir cette légèreté aussi autour de l'adolescence. Qui n'est pas une tare. Non, qui est au contraire génial. Et le contrôle, en effet, génère souvent de la dissimulation et du mensonge, ce qui est logique, en fait, pour échapper au contrôle. Donc, voilà, on peut pas à la fois vouloir tout contrôler et puis vouloir que les gens soient totalement soumis. Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens, en fait. Et en effet, je crois que les passages à l'acte dont on parlait tout à l'heure, les passages à l'acte un peu problématiques, enfin très problématiques même à certains endroits, c'est souvent des enfants qui ont été très contrôlés, et qui donc, à un moment donné, voilà, ça explose, quoi, littéralement. Pour terminer cette conversation sur les adolescents, si vous aviez un mot à dire aux parents d'adolescents, ce serait quoi ? Mais d'abord que je suis avec eux dans ce moment difficile et je sais à quel point c'est difficile. Leur dire qu'il n'y a clairement pas de mode d'emploi, mais que c'est hyper important qu'ils se disent qu'à un moment donné, ils ont vraiment le droit de faire l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Parce que ça voudra dire d'ailleurs qu'ils font preuve d'une grande souplesse et d'une grande intelligence relationnelle pour moi. Et je terminerai en disant... Je trouve que c'est hyper important qu'ils soient en permanence en train de regarder l'adulte qui est en train de devenir leur adolescent, quoi. Plutôt que l'espèce d'enveloppe corporelle un peu problématique qu'il a pour l'instant. Donc ça va bien se passer. C'est ça qu'il faut retenir aussi.
Merci beaucoup Emmanuelle. Merci à vous. Je suis ravie de vous avoir reçu. Merci, c'est très gentil. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.